Est-ce que je dois encore revenir sur ça? Non, pas du tout. Puissance des mots, puissance des mots. Lorsqu'on les utilise parfois à tort et à travers, on n'imagine pas les conséquences. Puis aujourd'hui, on écrit, Mhm. mais on écrit aussi des mots. Et ça a souvent une portée qui nous dépasse. Facile parfois de trouver cette excuse-là, je ne sais pas si c'est le cas, mais tu vas nous en parler, Jacques, de cet élu municipal Tout à fait. de Anjou, Tout à fait. qui est une banlieue montréalaise. Et excuse-moi de revenir là-dessus, mais c'est très rare hein, que tu nous parles du... Non, on doit le dire quand même. Ceux qui connaissent cette émission et qui connaissent ta chronique savent que, bon, c'est pas non plus ton terrain de prédilection, le Québec. Émilie, on est d'accord, hein? Émilie approuve. Je replace juste le Québec dans un système mondial. Donc, je ne vois Donc, pas en quoi la critique est légitime, en l'occurrence. Mais passons. d'accord, ok, donc on t'écoute alors. Oui, donc, comme l'a si bien annoncé Cyril, nous allons parler de propos qu'a tenu Lynn Chand, qui est une élue municipale d'Anjou, qu'elle a tenu sur son Facebook. Ce sont des propos islamophobes, je l'annonce tout de suite, racistes, je l'annonce également, xénophobes, parce que autant rester dans les joyeusetés. Et on va également du coup parler de la responsabilité médiatique dans cette montée, cette, on va dire, ouverture des langues islamophobes, mais ça, ce sera un peu plus vers la fin de la chronique. Mhm. Donc pour les personnes qui n'ont pas eu vent de cette affaire, Lynn Chand, comme je l'ai dit, c'est une conseillère municipale d'Anjou. Anjou, c'est un arrondissement de Montréal. Elle fait partie de l'équipe Anjou sous le chef Luis Miranda. Je précise que suite à ses propos, pour le moment, il a décidé de n'avoir aucune action contre elle. On remettra ça en contexte. J'aime bien le pour le moment. Pour le moment, parce qu'il y a quand même... En tout cas, cette chère dame est allée avoir un rendez-vous d'urgence chez une ophtalmologue, un rendez-vous d'urgence pour une opération, et elle est rentrée de son rendez-vous et elle a publié quelques propos bien gentils sur Facebook dont je vais vous lire des extraits. Notamment, il se trouve en fait que la doctoresse qui a dû la traiter d'urgence portait le voile. Donc, rentre chez elle et écrit « Si ce n'était pas de l'urgence, j'aurais refusé de me faire traiter par elle. Je rage car c'est vraiment de l'islamisation de notre pays. On doit tout accepter, leur faire des accommodements raisonnables, enlever nos crucifix et je ne suis pas croyante, etc. etc. » C'est elle qui a écrit, etc. Ce n'est pas moi qui rajoute. Ensuite, il y a eu énormément de commentaires sous son propos. Et puis, comme elle était lancée, elle a continué en répondant à ces commentaires. Donc, quelques exemples. Hein. Ces propos sont publics. Vous pouvez les chercher sur Google. Je cite. Parce qu'ils ont été effacés. Hein. Oui. Les personnes pratiquant la religion musulmane, veulent convertir la planète à l'islam par l'immigration massive, par les naissances multiples. As-tu remarqué qu'à chaque fois que tu vois une femme voilée, elle pousse un carrosse avec un carrosse Un carrosse, oui. Avec un bébé? Ne t'es-tu jamais posé la question? Et je suis loin d'être raciste. Ça, c'est quelque chose sur lequel elle revient. Et ça, c'est juste un extrait. Hein. C'est vraiment des joyeusetés qui se continuent sur sa page. Juste pour dire que ce qu'on appelle carrosse ici, c'est de l'autre côté en France, en Europe, on dit poussette. Hein. Poussette, d'accord. Ok, merci Cyril de cette contextualisation québécoise. Donc j'ai trouvé les propos particulièrement intéressants. Je me suis dit que j'allais jouer aux poupées russes avec parce que dedans il y a énormément de mythes qu'on peut décortiquer autour justement de l'islam, des musulmans, du voile, etc. Et ce sont des mythes qui, parce que la manière dont le traitement médiatique, encore une fois, a traité l'affaire de Lynn Chand, c'était comme si c'était quelque chose de symptomatique. C'est vraiment juste elle, de son côté, qui a ses convictions et qui tient ses propos et on va juste gérer son affaire à elle. Et moi, j'ai envie de montrer que les propos de Lynn Chand sont finalement symptomatiques de l'ère islamophobe médiatique et politique qu'il y a actuellement au Québec. Donc, c'est absolument pas quelque chose de isolé, en fait, qu'elle représente. Donc, on va un petit peu décortiquer tout ça. Mythe numéro 1, parce que c'est vraiment le propos principal de son poste, la fameuse menace de l'islamisation. C'est un peu l'hystérie qui entoure tout son thème. Je tiens à préciser que c'est un mythe, cette idée d'islamisation là du monde qui, en France, il parle même de cette fameuse théorie du remplacement, du grand remplacement. Du grand remplacement. Voilà. Donc on va rester au Québec. Il me semble pas que j'ai entendu parler de cette fameuse théorie du grand remplacement, mais quand on a quelqu'un qui dit on a de l'islamisation qui se passe, qui va islamiser tout le pays, c'est un peu le principe. De manière assez intéressante, il y a un sondage qui a eu lieu à Ipsos qui est allé demander aux Québécois Québécoises, ainsi qu'aux Canadiens et Canadiennes, combien ils estimaient la part de musulmans et musulmanes au Québec et au Canada. Donc, les Québécois et Québécoises estiment grosso modo 17% de la population sont musulmans et musulmanes. Les Canadiens, eux, estiment à peu près 20% sont musulmans et musulmanes. D'accord? Ça, c'est vraiment leur conception de la part de la population. Information, au Québec, la population musulmane est 3,1%. D'accord? On estime 17%, c'est 3,1%. Sachant que sur ces 3,1%, 2% se situent à Montréal, moins de 1% dans les régions. Enfin,
il faut également préciser, lorsqu'on parle de population musulmane, les gens s'imaginent tous, toutes les femmes portent le voile, toutes les personnes vont à la mosquée. Non. Certaines personnes vont dire, je suis musulmane, mais en fait, ne pratique pas. Je ne pratique pas. Des femmes sont musulmanes, ne portent pas le voile. Il faut un petit peu remettre un peu de contexte. Donc ça, c'est pour vous redonner une idée. Il y a une surestimation dans l'idée du nombre de populations qui représentent musulmans-musulmanes au Québec et au Canada par rapport à la réalité du terrain. Et c'est extrêmement choquant de voir que ce sont des personnes qui représentent 3,1% de la population, qui sont surreprésentées constamment dans les débats politiques, parce qu'apparemment c'est une urgence d'avoir une loi concernant le voile, sont surreprésentées également dans les discours médiatiques, on en reparlera, et sont surreprésentées dans ne serait-ce que les échanges mainstream autour de qu'est-ce qui est important actuellement au niveau politique montréalais, québécois, canadien, les musulmans et musulmanes, 3,1%. Ok? Regardez ça en tête. Ensuite, deuxième mythe qu'elle soulève constamment. Je rappelle bien sûr, tous les musulmans et musulmanes ne sont pas migrants, mais elle a fait c'est parce qu'il y a des Québécois et Québécoises de souche qui sont musulmans et musulmanes. Hein? J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais apparemment, ce sont des portes qui ne sont pas si ouvertes que ça, ces gens-là. Donc, on ramène. Elle parle également de cette fameuse migration de masse qui apporterait l'islamisation. Donc, on va essayer de faire un cours très rapide sur comment fonctionne la migration. La migration fonctionne par vagues. C'est-à-dire que nous avons des vagues de migration. À une époque, par exemple, il y avait plus une vague de migration italienne. Puis il y a eu plus une vague de migration irlandaise. Pourquoi ça fonctionne par vagues? C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que la migration fonctionne aussi par rapport aux transitions économiques, grosso modo, et politiques des pays. C'est-à-dire que, vous le savez, c'est des cours de base. On estime que les pays font une transition économique, cette fameuse modernisation dont on met en avant en Occident. Et donc, en fonction du statut économique, par exemple, si vous venez d'un pays très pauvre, le flux migratoire est quasi inexistant. Pourquoi? Parce que migrer coûte cher. Ça, c'est quelque chose que les gens ne semblent pas comprendre lorsqu'on parle de migration. La migration coûte cher, ce qui veut dire que lorsque vous venez d'un pays extrêmement pauvre, vous n'avez pas les moyens d'effectuer une telle migration. Donc, la migration n'est pas surestimée au niveau de « Ah, on accueille toute la misère du monde ». Non, parce que ça coûte cher de migrer. En revanche, lorsque le pays est en train de faire, on va dire, une transition économique, dont au niveau pas vraiment pauvre, pas très très riche, c'est là que la vague migratoire est beaucoup plus élevée. Parce que les personnes atteignent un peu plus les moyens de bouger, d'aller dans des pays plus riches. Et enfin, lorsqu'on considère que les pays sont riches, la migration est extrêmement faible. D'accord? Donc, ce qui explique les vagues. En gros, actuellement, au Québec et au Canada, il y a plus une vague migratoire de pays où l'islam est majoritaire en termes de religion. Mais c'est une vague. Cela signifie qu'à un moment donné, cela va changer. On estime, j'ai pas pu vérifier sur quelles statistiques et supports ils se posent, mais on estime que la prochaine vague d'immigration, ce serait plus l'Afrique subsaharienne. D'accord? Donc, mathématiquement, il est tout simplement impossible que de 3,1%, la part de la population musulmane du Québec ou du Canada, si c'est les grandes craintes de l'islamisation, finissent par devenir majoritaires. C'est juste impossible. Parce qu'à un moment donné, la vague migratoire finit par baisser. 2, parce que les simples faits sociologiques montrent que la première génération vont garder une certaine attachement culturel, religieux avec leur pays d'origine, qui vont se modifier avec les générations suivantes. C'est-à-dire, et on va du coup en parler, cette idée que toutes les générations suivantes par rapport à l'immigration de ces pays où la religion majoritaire c'est l'islam, vont rester dans l'islam majoritairement, en fait, de génération en génération, ne se traduit pas en fait dans la sociologie. Les générations suivantes ont tendance à juste leur fameuse obsession de l'intégration, à adopter les mœurs, on va dire, de la société actuelle. Et on en reparlera. Donc, du coup, c'est mathématiquement impossible. D'accord? C'est juste, il faut remettre les choses en contexte. Également, cette idée d'envahissement par les naissances, parce qu'il y aurait une plus grosse natalité de part des femmes qui sont musulmanes. Énorme mythe. Pourquoi? Parce que si vous venez d'un pays, là on parle juste de la migration, si vous venez d'un pays où le taux de natalité est plus fort, lorsque vous arrivez ici, vous gardez, on va dire, les statistiques au niveau de votre natalité, qui chute automatiquement avec la génération suivante. Parce que la génération suivante va avoir à peu près la même natalité que le pays où ils sont nés. Il faut aussi rappeler que mondialement, il y a de moins en moins de pays où le taux de natalité est fort. D'accord? Ce qui explique l'hystérie constante de l'Occident et de l'Amérique du Nord actuellement par rapport à l'immigration, c'est qu'ils recherchent de l'immigration parce que leur natalité a chuté. Il n'y a personne pour travailler en région, il n'y a personne pour s'occuper de leur population vieillissante. Donc, ils ont tous le regard tourné vers l'Afrique continentale qui, actuellement, mondialement, est le seul continent qui a encore une natalité forte. Donc, c'est Macron et le ventre des femmes africaines. Le ventre des femmes africaines. Merci Cyril. Donc, c'est extrêmement hypocrite
dans les discours publics de critiquer la natalité de cette population, quand de l'autre côté, c'est véritablement de la jalousie, du besoin qu'ils ont d'avoir une natalité qui augmente de nouveau, au point de devoir se tourner vers l'immigration pour combler les trous de leur population. C'est l'hypocrisie complète. Et également, c'est une natalité, comme j'ai dit, qui, au niveau sociologique, chute une fois la génération suivante passée. Donc, encore une fois, ce mythe de l'islamisation par les naissances n'a pas lieu d'être. En tout cas, également, et je tiens à le remettre en contexte, cette idée de conversion. Il y a un peu ce mythe de ils vont tous nous convertir, ils vont convertir le pays. Devenir musulmans. Voilà. Je tiens à dire, il n'y a aucun mal à se convertir à l'islam, à devenir musulmane et musulman. Merci de le repréciser. En revanche, encore une fois, il faut regarder les faits sociologiques. Actuellement, c'est extrêmement marginal les cas de conversion de religion en religion. D'accord ? Les cas de conversion qui se passent actuellement pour les 3 grandes religions, on va dire monothéistes, c'est des personnes qui quittent leur religion pour être athées. Ça, c'est juste le plus gros cas de conversion. Et ça concerne l'islam. C'est mondial. Et c'est un phénomène mondial. Les gens, la conversion qu'on constate, c'est les générations suivantes qui abandonnent la religion de leurs parents pour devenir athées. Ça, c'est un problème mondial. Donc, l'islamisation, comme si c'était une usine, ils viennent ici, ils vont taper aux portes. Non, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, je tiens à remettre un petit peu en contexte, encore une fois, l'hypocrisie de ce mythe-là. Moi, je vis au Québec depuis presque 3 ans. J'ai reçu des gens qui sont venus taper à ma porte pour me parler de religion. Mais ce sont tous des gens qui ont tapé à la porte et qui m'ont tendu des pamphlets pour me dire que Jésus m'aime. Et qu'il faut que j'aille parler à Jésus pour accepter son amour. Donc, oser avoir cette obsession d'une religion qui serait venue ici pour islamiser le monde entier. Alors que, actuellement, au Québec, dans chaque station de métro, on a des groupes qui se tiennent avec leurs pamphlets pour dire Jésus vous aime, venez vous convertir à la religion. Ils font du porte-à-porte pour venir nous parler de Jésus. Le gars, à un moment donné, ma compagne a ouvert la porte, il a vu qu'elle était il a dit, tu sais quoi, j'ai aussi un pamphlet en créole. On en est là, en créole haïtien. Il lui a pas demandé si elle était haïtienne ou pas. Il a vu une loi, il a dit, Jésus t'aime et tu sais quoi, j'ai même un pamphlet en créole. Ils sont organisés. Ils ont tous leurs pamphlets dans toutes les langues qu'il faut pour le moral. Mais on vient nous faire... Mais on a des discours médiatiques. On est dans le christianisme, mais ça dérange personne. Okay. J'ai jamais vu un discours médiatique. Oui, mais c'est la religion de la société d'accueil. C'est pour ça que je parle d'hypocrisie. C'est-à-dire, ça ne vous dérange pas de voir des personnes qui font du porte-à-porte pour vous convertir à votre religion. Tout ce que vous lui dites, non, ça m'intéresse pas. Bonne journée, vous fermez la porte. Donc, même si on avait des groupes qui pratiquent, qui sont musulmans, qui viennent, qui tapent à la porte, qui veulent nous parler de l'islam. Imagine un jour, quelqu'un fait du porte-à-porte pour venir parler du Coran. Imagine la réaction que ça va donner, médiatique et politique. Regarde l'hypocrisie. On va pas faire non merci et refermer la porte. Là, ça va devenir, vous voyez, ils sont en train de convertir le pays tout entièrement. Enfin, vous voyez enfin, passons. Oui, allons-y. On vend une autre boîte. Voilà. J'étais obligée d'en parler, je suis navrée. Oui. En tout cas, je tiens aussi à le remarquer, on est constamment en train de mettre en avant l'immigration par rapport aux personnes qui sont dans la religion musulmane. Actuellement, c'est 62% des musulmans et des musulmanes immigrantes ne vont jamais à la mosquée. Ok ? 62%. Voilà, ne vont jamais à la mosquée. En revanche, il y a seulement 25% des immigrants catholiques qui vont jamais à l'église. Donc, en matière d'immigration et de lien avec la religion, de temps en temps, il faut remettre, si vous voulez critiquer ceux qui sont le plus dans la religion au moment de l'immigration, regardez les statistiques, regardez les faits et critiquons ce qu'il y a à critiquer. Si ce qui vous dérange, c'est le lien entre religion et immigration. Quelque chose me dit qu'on aurait dû aller à l'Assemblée, nous, aujourd'hui, avec cette chronique. Non, puisque là, je rappelle... Non, c'est quand même le show du dépôt. Non, mais c'est vrai. Comme ça, hein. Bon, vas-y. Et pour continuer dans les mythes, parce que forcément, il fallait qu'elle en parle, forcément, il fallait qu'elle mentionne les accommodements lorsqu'elle dit « On leur fait tous des accommodements. 2 secondes sur Google. Il y a des recherches sur les accommodements. La CDPDJ a commandé des rapports chaque année pour vérifier quels sont les groupes qui font le plus de demandes d'accommodement et qui en reçoivent. Actuellement, là, et depuis il y a toujours eu une grosse majorité des demandes d'accommodement, ce sont des protestants. D'accord ? C'est la majorité. En fait, les musulmans et musulmanes représentent une minorité dans les demandes d'accommodement. C'est documenté, hein, il faut que les c'est documenté, ça va vous allez sur le site de la CPDJ, il y a un rapport, il y a des thèses qui ont été écrites, arrêtez de lancer des fausses rumeurs comme ça. Il n'y a aucun problème à faire des demandes d'accommodement, mais à un moment donné, il faut juste utiliser des faits. Si on veut parler de comment fonctionnent les demandes d'accommodement, quelles sont les plus grosses demandes qu'on reçoit, quelles sont celles qui sont le plus acceptées, etc., ça vient des personnes protestantes. Et autre chose bien intéressante, ce sont des Québécois de souche qui font le plus de demandes d'accommodement par rapport à leur religion. Et ça encore, on n'en parle jamais. Lorsqu'on parle des accommodements, on a toujours besoin de parler de l'immigration, on a toujours besoin de parler des derniers arrivés qui font le plus de demandes d'accommodement, ce qui n'est pas le cas. C'est marginal au niveau des faits. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut avoir si on veut avoir des débats, ayons des débats sur des faits. Enfin, et parce qu'il fallait que je conclue là-dessus, tous ces mythes-là qu'elle a balancés en quelques posts Facebook, comme je dis, ce ne sont pas des mythes
qu'elle a inventés. Ce sont des mythes qui sont produits et reproduits constamment dans les discours politiques et qui sont produits et reproduits constamment dans les discours médiatiques. Et voilà pourquoi je voulais parler de la responsabilité des médias actuellement au Québec et au Canada dans la production et la reproduction de ces mythes autour de l'islam, autour des musulmans et des musulmanes, autour des accommodements raisonnables. Pour vous donner une petite idée, en 2016, la presse, Le Devoir et le Journal de Montréal ont publié 3743 articles traitant soit de l'islam, soit des musulmans, de les deux. 3743 articles en une année à eux trois. On parle de 3,1% de la population. Non seulement ils ont écrit plus de 3743 articles, mais sur ces 3743 articles, il n'y en a que 230 qui mentionnent l'islamophobie. Ce qui veut dire que la grosse majorité des articles, c'est pour se plaindre de l'islam et des musulmans et des musulmanes. Et même les articles qui parlent de l'islamophobie, donc il y a une invisibilisation des réalités de l'islamophobie, même les articles qui mentionnent l'islamophobie le font pour questionner l'existence de l'islamophobie. Donc c'est même pas pour dire comment on a des articles qui essayent d'avoir un contrepoint. Non, pas du tout. En 2017, c'est 3712 articles qui ont été publiés sur l'islam et les musulmans. Pour une population qui, encore une fois, je le rappelle, représente 3,1% de la population québécoise. Donc, ce n'est pas étonnant lorsqu'on va dans la rue qu'on demande aux gens, vous pensez c'est quoi la part de la population des musulmans et des musulmanes au Québec? Ils vont vous sortir des nombres comme 17%. Ouais. Il se passe pas une semaine sans qu'ils en entendent parler dans les médias. Et encore une fois, en 2017, c'était plus de 3700. Il n'y avait que 360 articles mentionnant l'islamophobie. Avec des commentaires comme celui de Rioux, là, dans Le Devoir, qui écrit « Si cette islamophobie désigne certes des discriminations réelles, elle sert aussi de tarte à la crème afin de museler tout débat véritable. » Voilà le type de concept ou de contexte dans lequel on entend enfin parler d'islamophobie. C'est pour critiquer. D'accord? Donc, c'est pour vous donner, quand je dis responsabilité médiatique, c'est également ça. C'est-à-dire une surreprésentation d'une minorité dans les médias et une surreprésentation qui fonctionne à invisibiliser les réalités, à normaliser des mythes complètement répandus et finalement à normaliser, banaliser des paroles, des propos, des concepts islamophobes qu'après une élue comme Lynn Chan, élue d'Anjou, se sent tout à fait, on va dire, autorisé, légitimé à avoir de tels propos sur Facebook en tant qu'élu, en tant qu'élu municipal. Ok? Donc, et on se retrouve à une actualité où actuellement, les médias sont dépassés par leurs propres commentaires. C'est-à-dire que cette année, on a quand même eu 2 publications où ils ont été obligés de supprimer parce que les commentaires étaient trop xénophobes, trop racistes, trop haineux pour pouvoir les laisser en ligne. Et après, on comprend pas, on est dépassé par vos commentaires. Vous avez créé cette terre médiatique. Vous avez créé cette atmosphère qui fait en sorte que les personnes se sentent légitimées, autorisées à avoir ces propos haineux dans vos médias. Il s'est pas arrivé n'importe où. Les gens avaient déjà cette pensée-là. Vous avez mis de l'huile sur le feu, vous avez excité la population et après vous semblez étonné d'être dépassé par les commentaires. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de supprimer les articles. Vous avez une responsabilité dans ces débats-là au niveau des médias. Les politiques ont également une responsabilité. C'est-à-dire qu'actuellement, ils jouent la carte du populisme. Ils jouent la carte des démagogues pour pouvoir s'assurer des votes. Ils jouent la carte de c'est on va dire l'identité québécoise. On va pas dire l'identité. La majorité, comme dit le Premier ministre, la majorité des Québécois nous ont demandé. Il faut plaire à la majorité des Québécois parce qu'il faut qu'ils votent. Présenter la loi. Et il faut bien comprendre qu'actuellement, et j'ai aucun problème à le dire, les Québécois ont un problème d'identité. Il y a une identité québécoise qui est en crise. Et pour trouver cette identité québécoise, il faut trouver une manière de se définir en opposition. Le musulman, la musulmane, les personnes, les immigrants, les immigrés, les noirs, les racisés sont cette opposition avec laquelle il faut se définir au Québec. Parce que l'histoire de la langue française ne réunit plus les masses. La nouvelle génération n'en a rien à cirer du français comme n'en a rien à faire. N'en a rien à faire du français comme union du peuple. Donc il faut trouver une nouvelle position. On était victime par rapport aux anglophones, ça ne fonctionne plus. On est victime par rapport aux immigrants, ça va fonctionner. C'est ça qui est en train de se passer. Les conséquences, c'est qu'on a une explosion de crimes haineux, on a une explosion de propos discriminatoires, on a une explosion de propos islamophobes et xénophobes dans les médias et dans les politiques. Et actuellement, on a un gouvernement qui veut proposer un projet de loi qui interdirait de sous-entendre que le peuple québécois puisse être raciste, islamophobe et xénophobe. On en est arrivé là. On est arrivé à un gouvernement qui criait à la censure lorsque l'autre là de Slav pouvait aller parler dans tous les médias qu'il voulait, c'était de la censure d'annuler son théâtre, mais qui veut passer un projet de loi pour interdire dans les médias de dire que le peuple québécois pourrait être xénophobe, islamophobe ou raciste, alors qu'on essaie de passer une commission sur le racisme systémique. Et c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et une dernière chose, je suis obligée de le lancer comme ça. Dernière. Promis.
Ici, j'entends énormément ces maudits français, nous ne sommes pas comme en France. Excusez-moi, pardon, la laïcité qui se définit comme islamophobe, c'est tellement français que ça en devient risible. Vous avez toujours un pas juste derrière les Français dans votre approche de la laïcité, dans votre approche des accommodements, dans votre approche de l'islamophobie et de la xénophobie. En France, ils ont enlevé le mot race de la Constitution et ils ont interdit de parler race et racisme, donc on peut plus faire d'études là-dessus. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire passer une loi, on peut plus dire que le peuple québécois est raciste. C'est tellement français que ça en devient drôle. Je finis là-dessus. Merci beaucoup, Jade Pitcher Almeida. Merci pour la chronique. On se voit la semaine prochaine. Oui, comme toujours. Comme toujours.